Bonjour et bienvenue dans le cours de physique. Aujourd'hui, on va jouer avec notre ami Lattice pour analyser de la vidéo. C'est parti, donc je fais analyse de séquences vidéo puisque je veux analyser des séquences vidéo. Je me retrouve avec cet affichage ici. J'ouvre, alors hop, pif paf pouf au hasard cloche. Cloche.vi, le fichier qu'on va analyser, qui est analysé ici, la 29 images. Pouf, c'est pas du tout celui-là que je voulais. Donc on va ouvrir... Je suis débile. Chute parabolique, 23 images. Pouf, je me place au début. Et là, j'ai deux personnages qui vont échanger une baballe entre deux. Ok, donc j'ai ici 1 mètre, donc c'est mon étalon de longueur qui me permettra de convertir les pixels 1, 2, 3 en mètres, en distance. Et je vais donc me placer sur la première image, très important, image 0. Je vais sélectionner l'origine. Pouf, alors on va commencer là. Vous allez voir pourquoi après, c'est un détail, mais on va commencer à la main. Pouf. Ensuite, on va sélectionner les talons. Alors les talons, ce n'est pas un cheval. Hop, il s'agit bien de l'objet dont la dimension est connue. Pouf, il fait 1 mètre. Voilà, donc mon étalon apparaît avec une flèche bleue, ma baballe ici, mon origine. On va pouvoir commencer à suivre, à sélectionner manuellement les points qui représentent le centre de masse de l'objet que l'on va étudier. C'est parti, sélection manuelle des points, clic. Ensuite, on va sélectionner ici sur l'image 0, on va cliquer dans le centre de la balle. On peut utiliser le zoom ici à droite, en bas à droite, on peut utiliser le zoom pour mieux voir ce qu'on fait. Clic. Automatiquement, il passe à l'image suivante. Clic. 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 Oui, c'est clic. 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 Alors, c'est une partie qui est importante à faire. C'est sur la diagonale. Après. Et voilà. Transférer vers les vecteurs. Ça veut dire qu'on a fini et qu'on peut passer à la suite. On retrouve notre affichage. Alors ici, on a un nouvel affichage qui s'est mis en route, le tracé de vecteurs mécaniques. Bien, alors cette fenêtre permet de regarder un petit peu la trajectoire de l'objet que l'on vient de cliquer, de sélectionner à la main. Ça permet aussi de calculer pour chacun des points qui ont été identifiés, le vecteur vitesse qui est ici représenté en bleu et le vecteur accélération qui est représenté en rouge. Bon, on peut faire aussi une petite animation pour voir comment évoluent les vecteurs automatiquement point par point. Ça peut être utile. Autre chose plutôt pratique, on peut afficher tous les vecteurs, ce qui est assez peu lisible, ou un vecteur sur 3. Voilà, donc ça c'est la première étape de l'analyse du mouvement, on est obligé, on passe par là, repérer la position selon X et selon Y du point au cours du temps. Alors je peux fermer ça pour repasser à mon affichage traditionnel de Lattice. Si jamais j'ai un doute ou un stress, je vais dans Traitement, Calcul spécifique, Vecteur, et je revois mon affichage. Alors ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'on a créé deux variables. Un tableau qui s'appelle mouvement X, qui contient les coordonnées du point selon X, et un tableau qui contient les positions selon Y, qui s'appelle mouvement Y. On va donc les retrouver dans la liste des variables mouvement X et mouvement Y qui dépendent du temps. Donc par exemple, si je veux afficher mouvement X, il suffit que je le glisse-dépose dans la fenêtre d'affichage. On va lui mettre un trait entre les points, ça sera un peu plus simple. Voilà, donc ça c'est les mouvements selon X. Et pareil, mouvement selon Y en fonction du temps. Eux aussi, on va mettre des traits entre les points, ça sera plus simple. Voilà. Donc on a la trajectoire selon X et la trajectoire selon Y. Bon, on passe aux choses sérieuses maintenant. Alors, première étape, on peut remarquer que le mouvement selon X est plutôt pas mal linéaire. On a l'impression que ça a l'air de suivre une ligne droite. Et le mouvement selon Y, c'est pas du tout une ligne droite, on a plus affaire à une parabole.
Après, on sait que c'est une parabole, hein, en théorie. S'il n'y avait que la gravité qui s'exerçait sur notre balle, on aurait une parfaite parabole. Alors, on va essayer de vérifier ça dans un premier temps en utilisant des modèles. On va modéliser X et Y avec le modèle adapté. Alors pour ça, on va aller dans Traitement, Modélisation. On va modéliser X, qui s'appellera donc modèle de mouvement X. On va faire une application affine, c'est-à-dire AX plus B, hein, donc on peut lui faire afficher le type, hein, ça sera A fois temps plus B. Et on va lui faire calculer les meilleurs paramètres du modèle. Voilà, donc il nous a calculé la courbe ici, qu'il a appelé modèle de mouvement X, et on a deux paramètres pour A et B, qui représentent donc les valeurs qui font que on a la meilleure droite qui passe par tous les points, enfin qui passe le plus proche possible de tous les points. Ok, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir procéder à la même chose pour Y. Donc, mouvement Y va avoir pour modèle modèle de mouvement Y. Et là, cette fois-ci, on va lui donner une parabole. Et là, il va nous calculer la parabole qui passe le plus près possible de tous les points. Et voilà. Donc maintenant, à la place de X et de Y, j'ai les modèles de X et de Y calculés au plus près, avec pour X une droite et pour Y une parabole. Si j'ouvre à nouveau maintenant mon traitement vecteur, je vais remplacer mouvement X et mouvement Y par modèle de mouvement X et modèle de mouvement Y. Donc là, j'ai beaucoup plus de points. D'ailleurs, pour y voir quelque chose, on va avoir 1 point sur 15. Et là, qu'est-ce qu'on observe immédiatement par rapport à tout à l'heure? Eh bien, déjà, j'ai plus de points, forcément. Mais si on regarde bien l'accélération, la vitesse a l'air bonne, mais tout à l'heure, la vitesse n'avait pas l'air mauvaise non plus. Hein. On a bien une vitesse qui est tangente à la trajectoire. Et l'accélération, elle, par contre, le vecteur accélération semble être tout le temps le même. Il est tout le temps vertical. Il est bien dirigé vers le bas, bien parallèles les uns aux autres. Ils sont bien parallèles les uns aux autres. Et il a l'air d'avoir une norme qui varie très peu. Bah, c'est normal, en même temps, on a utilisé un modèle qui correspond à exactement cette situation. Donc c'est normal qu'on trouve ça, mais bon, quand même, c'est rassurant, on vérifie. Si on modélise le mouvement de l'objet par un modèle affine pour x, v0t plus x0, et un modèle parabolique pour y, moins gt carré plus v0yt plus y0, on retrouve tout ce qu'on voulait, à savoir une accélération constante dirigée vers le bas et une vitesse toujours tangente à la trajectoire. Ok, donc on va refermer cette fenêtre, on n'en a plus besoin. Donc là maintenant, on a calculé le mouvement selon x, le mouvement selon y, qu'on a, donc on ne les a pas calculés, on les a mesurés sur la vidéo, et on a calculé l'approximation la plus proche linéaire pour le mouvement x et parabolique pour le mouvement y. Mais on peut aller encore un petit peu plus loin. Alors, pour aller un peu plus loin, on va faire des calculs sur ces graphiques, ces équations. On va faire des calculs pour calculer différentes quantités. Alors, pour faire des calculs, on va utiliser une feuille de calcul. Voilà. Donc cette feuille de calcul, elle va contenir du texte. On va pouvoir créer des variables et on va indiquer à l'ordinateur quelle valeur il va utiliser pour calculer ces différentes quantités. Donc, on va utiliser d'abord une constante. On va définir que la masse de ma balle vaut 50 grammes. Donc ici, j'écris masse égale 0,05. Sous-entendu, kilogramme. On va définir l'énergie potentielle. Alors, l'énergie potentielle, ce que je vais appeler l'énergie potentielle, ça va être la masse fois 9,81 fois le mouvement selon Y. Donc là, mouvement selon Y, hop, il suffit de déplacer la variable depuis la liste des courbes vers la fenêtre de calcul pour qu'il calcule automatiquement, qu'il transfère, qu'il recopie automatiquement la variable. Donc si j'exécute ce calcul, hop,
il a calculé 24 valeurs ici, il m'a indiqué 24. Il a calculé 24 valeurs d'énergie potentielle pour mon objet. Alors évidemment, il n'y a pas de besoin de la position selon X pour calculer l'énergie potentielle, puisque Y étant selon la verticale, c'est la seule valeur qui va influencer sur l'énergie potentielle. Alors, on peut représenter maintenant l'énergie potentielle en fonction du temps. Et on voit qu'elle augmente, puis elle diminue. Bon, c'est normal, puisqu'on a une trajectoire parabolique dans un champ gravitationnel, c'est pas très étonnant. Alors maintenant, on va calculer l'énergie cinétique. Alors, pour calculer l'énergie cinétique, je vais avoir besoin de la vitesse. Alors, on retourne dans la feuille de calcul, traitement feuille de calcul, et je vais devoir calculer la vitesse selon la vitesse de l'objet. Alors pour ça, je vais avoir besoin de la dérivée, de calculer la dérivée du mouvement selon x et la dérivée du mouvement selon y. Alors, pour ça, je vais faire la feuille de calcul, je vais aller dans traitement, calcul spécifique et dérivée. Alors, la courbe que je vais dériver d'abord, c'est mouvement x, donc je la mets ici, et je lui fais calculer la dérivée de mouvement x. Ensuite, je vais calculer mouvement y, et je lui fais calculer la dérivée de mouvement y. Voilà, donc j'ai mes deux calculs de dérivée qui sont faits. Donc, dérivée de mouvement x, c'est la vitesse selon x. Et dérivée de mouvement y, c'est la vitesse selon y. Voilà. Donc, je reprends ma feuille de calcul et je vais calculer la vitesse, la norme de la vitesse. Je vais en avoir besoin pour calculer l'énergie cinétique. Donc, vitesse, ça va être la dérivée de mouvement x au carré. Donc, pour ça, j'utilise l'opérateur chapeau 2 plus dérivée de mouvement y, là encore au carré. Et on va faire la racine de tout ça, puissance 0,5. Je vérifie à chaque fois quand je fais le calcul que ça fonctionne bien. Il ne fait pas d'erreur. A priori, il a compris ce que je lui ai dit. Maintenant, on va calculer l'énergie cinétique. Alors, l'énergie cinétique, on va la calculer en disant que c'est la moitié de la masse fois la vitesse au carré. Là encore, petit calcul pour vérifier qu'on s'est bien compris. On s'est bien compris. Alors maintenant, ce qu'on va faire immédiatement, c'est qu'on va reprendre l'affichage derrière. On a donc les deux vecteurs vitesse et énergie cinétique qui sont apparus. Si je mets l'énergie cinétique sur le graphique, voilà, donc j'ai pu la calculer, la représenter. On va éliminer un peu de monde là parce qu'on n'y voit plus rien. Donc je retire le mouvement selon x et selon y, le modèle de mouvement selon x et selon y, et je me retrouve avec simplement, on va retirer aussi sur l'autre axe, voilà, je me retrouve avec l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Bon, ce qui est intéressant de vérifier dans un objet, s'il est isolé et dans un référentiel galiléen, c'est que son énergie cinétique plus son énergie potentielle reste constante le long du mouvement. C'est-à-dire son énergie mécanique est tout le temps la même. Alors on va immédiatement vérifier ça. Ça va aller assez vite. Je reprends ma feuille de calcul. Je vais rajouter l'énergie mécanique. Alors on peut mettre des espaces dans les noms des variables dans Lattice Pro. Je vous déconseille de faire ça. C'est un des seuls langages où on peut faire ça, et c'est plus un nid à ennui qu'autre chose. Donc on va éviter ça. Donc j'agite énergie cinétique plus énergie potentielle. Je vérifie que quand je fais le calcul, ça se passe bien, super. Et maintenant, je vais l'afficher tout simplement pour voir ce que ça donne. Alors, ce que l'on voit, c'est que c'est pas si mal que ça. Alors effectivement, on n'a pas une belle ligne droite, hein, on a quelque chose qui n'est pas parfaitement droit. C'est tout simplement un vrai mouvement, c'est une très bonne approximation d'une chute libre, mais c'est pas exactement une chute libre, hein. Donc on a des petits écarts. En plus, on n'a pas fait beaucoup de l'acquisition vidéo et pas forcément d'une qualité extraordinaire, donc on peut avoir des petites erreurs de pointage qui peuvent modifier un peu l'allure de l'énergie mécanique. Alors,
Pour vérifier, essayer de faire quelque chose un peu plus propre, on va modéliser l'énergie mécanique par une application affine, donc AX plus B. Et là, on se retrouve avec quelque chose qui a une pente A qui vaut moins 46 fois 10 moins 3 par rapport à la valeur moyenne ou l'ordonnée à l'origine qui vaut 0,6. Donc, c'est pas si mal que ça, hein. Quand on y réfléchit, c'est pas si mal que ça. On a quelque chose qui est globalement plat, mais qui descend au cours du temps. Alors, l'énergie mécanique diminue au cours du temps parce qu'elle est perdue par l'objet qui va mettre en mouvement l'air autour de lui. Il n'est pas vraiment isolé, hein. Il y a des forces de frottement qui existent, il y a des erreurs de pointage, etc. On aurait trouvé une énergie mécanique qui est augmentée au cours du temps. C'est pas impossible. Si le système n'est pas exactement isolé, il peut se passer des choses comme ça. Mais là, vraisemblablement, l'approximation que le système est isolé n'est pas super optimiste. Il y a des petites pertes. Je pense que c'est ça qui explique cette décroissance de l'énergie mécanique. Voilà. Donc, on reprend. On est parti d'une vidéo. On a pointé les positions selon X et selon Y de l'objet, de la balle. On a obtenu une courbe selon X et une courbe selon Y au cours du temps. Ces courbes-là, on peut les utiliser pour calculer la dérivée, donc la vitesse selon X et selon Y. Hein, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait ici et ici. Donc on a les deux courbes qui représentent la vitesse selon X et selon Y. D'ailleurs, la vitesse selon X est censée être à peu près constante, ce qui n'est pas exactement ça, mais c'est pas trop loin ici. Et la dérivée de la vitesse selon Y, c'est censé être une droite qui descend, effectivement. Ensuite, on peut calculer donc la vitesse, la norme de la vitesse pendant le mouvement. On voit que la vitesse diminue, passe par 0 et réaugmente à nouveau, donc ça c'est normal. Et donc, grâce à ces valeurs, on a pu calculer l'énergie cinétique, qui est donc la vitesse au carré fois la masse multipliée par 1,5. L'énergie potentielle, qui est juste liée à la hauteur, c'est-à-dire à Y. Et donc l'énergie mécanique, qui est la somme des deux et qui est en assez bonne approximation, à peu près constante le long du mouvement. Dernière chose qu'on peut faire, puisqu'on a dérivé une première fois le mouvement selon X et le mouvement selon Y pour avoir la vitesse, on peut dériver une seconde fois pour avoir l'accélération. On va regarder la tête du vecteur accélération tout de suite. Donc je vais faire une dérivée seconde de X et de Y. Et on va retirer un petit peu tout le reste pour essayer d'y voir à peu près clair. Bon, ce que l'on observe, c'est que, hormis sur les 2-3 premiers points, on a globalement une accélération selon X qui est en moyenne nulle, hein, on est autour de 0, et une accélération selon... pardon, je me suis trompé. Donc là, il faut regarder l'échelle à droite. Hein. Donc la dérivée seconde du mouvement selon Y, qui est en violette ici, elle est autour de moins 10. Ce qui vaut à peu près moins G, ce qui est normal. Et la dérivée seconde du mouvement selon X vaut à peu près 0, elle est donc à peu près ici. C'est donc plutôt pas trop mal, mais par contre on voit que déjà il y a du bruit, c'est-à-dire qu'on a des écarts, des variations assez brusques de la position, enfin de la valeur du vecteur au cours du temps. Et on a aussi le début et la fin du signal qui ne sont pas utilisables parce que ça part un petit peu en cacahuète. Alors ça, c'est lié aux méthodes de calcul de l'accélération. Donc la dérivée seconde, hein, dérivée 2 fois, ça augmente énormément le bruit sur les signaux. Donc il existe des techniques mathématiques qui permettent de diminuer un petit peu ça, mais sinon il faut faire plus de points, plus souvent, plus précisément pour éviter ce genre d'artefact. Et ça demande du matériel toujours plus cher et sophistiqué, et des mathématiques de plus en plus sophistiquées. Vous verrez ça un petit peu plus tard, l'année prochaine. Voilà, donc on a étudié la trajectoire d'un objet grâce à une vidéo. On est remonté à la conservation de l'énergie mécanique, à la variation de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle au cours du mouvement.
C'est valable pour n'importe quel type de trajectoire à partir du moment où elle est dans un plan et où la caméra filme proprement ce plan. Voilà, merci à vous, bonne continuation. Si vous avez des questions, il y a les commentaires en bas. Tchuss!